Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans notre nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui, Silver, nous allons parler d'un quasi incontournable de tout périple dans l'Ouest américain. Attends, je vois que tu grimaces. Oui, je sais, j'ai utilisé le mot interdit, tabou, capou comme diraient les Hawaïens, à savoir incontournable. Mais justement, je l'ai fait volontairement. Car je ne vais pas te cacher qu'en préparant cet épisode, je me suis faite la réflexion suivante. Nous allons mettre en avant un lieu qui coche toutes les cases pour ne pas être dans nos destinations préférées et conseillées. En effet, cette destination constitue un détour dans un circuit et nécessite de faire beaucoup de routes. C'est un haut lieu du tourisme de masse. C'est un lieu qui offre plus de points de vue que de réelles balades, ou du moins difficiles, des balades difficiles. Les logements sur place sont hyper chers et les conditions climatiques sont plutôt extrêmes. Très froid en hiver et très chaud l'été. Ça fait envie, dis-moi. Ouais, mais du coup, Silver, tu comprendras ma surprise, car au vu de tous nos critères, cela ne devrait vraiment pas être notre lieu de prédilection. T'es d'accord? Et pourtant, je dois avouer que nous l'intégrons dans bon nombre d'itinéraires de nos clients, et que nous y retournons, tu verras, volontiers dans tous nos périples familiaux. Et personnellement, je rêve d'y retourner pour le traverser. Je veux donc parler du Grand Canyon. En effet. Tu es d'accord? C'est effectivement vu sous cet angle un peu étrange, mais on va voir qu'il y a bien des raisons pour lesquelles ce lieu est assez incroyable. Alors tout d'abord, Silver, est-ce que tu pourrais me le situer géographiquement? Oui, alors le Grand Canyon, ça se trouve sur le nord de l'Arizona, hein, pas très très loin de la frontière de l'Utah. Et ça fait partie de cet ensemble qu'on appelle le plateau du Colorado, hein, qui s'étend sur le sud de l'Utah et le nord de l'Arizona. Donc le plateau du Colorado, c'est un plateau de haute altitude qui est traversé en diagonale par le fleuve Colorado. Et ce fleuve qui tire son nom du fait que sa source est dans l'état voisin du Colorado, cette rivière, ce fleuve, va sectionner en deux le plateau de haute altitude, le plateau du Colorado, en creusant de profonds canyons. Donc il y a différents types de canyons, hein. Il y a les canyons de Canyonland National Park, il y a le Glen Canyon, et puis à un certain moment, le cours du Colorado emprunte un canyon particulièrement vaste, profond et long, qui est le Grand Canyon. Et c'est cette section-là qui forme le Grand Canyon, et donc qui se trouve à droite de Las Vegas, au nord de Phoenix, au sud de Salt Lake City, ouais. Voilà, à peu près au milieu, hein, en fait, à l'ouest de Moab. du plateau du Colorado. En fait, c'est ce type de formation qui en fait quelque chose d'unique. Oui, alors il est unique à plus d'un titre, hein. D'ailleurs, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui, pour des merveilles naturelles, est assez rare. C'est un canyon qui est très long, hein. Il fait 446 km de long. Alors après, on peut toujours discuter où est-ce qu'il démarre et où est-ce qu'il s'arrête. Effectivement, sur ces 446 km de long, il n'a pas la physionomie, la profondeur et la largeur des endroits les plus connus, mais néanmoins, c'est une longueur impressionnante. Et ces deux rives sont en son point le plus large distantes de plus de 29 km. Donc quand on est sur la rive du canyon et qu'on regarde de l'autre côté du canyon, à certains endroits on regarde à plus de 20 km de distance et quasiment à 30 km, ouais. Donc ce qui est très important. Évidemment, il est aussi très très profond. Dans le point du point le plus haut au point le plus profond, là, le dénivelé le plus important, le dénivelé maximum est de 1857 mètres. Et ça, c'est vraiment très 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 impressionnant, puisque ça creuse dans ce plateau de haute altitude, ce plateau du Colorado, ça creuse sur des couches géologiques qui s'étendent sur 2 milliards d'années. C'est-à-dire qu'entre la couche la plus haute et la plus récente et la couche la plus profonde et la plus basse, qui est déterrée actuellement par la rivière Colorado, il y a 2 milliards d'années de sédimentation, de géologie. Donc on a l'histoire de la moitié de l'existence de la Terre
qu'on peut faire quand on descend dans le canyon. On va passer dans les couches géologiques comme ça très différentes. Et tu me disais que contrairement à une idée fausse, c'est pas le plus grand canyon du monde, ni en termes de profondeur, ni en termes de longueur ou de largeur, mais ça reste un des plus impressionnants. Oui, exactement. On peut toujours trouver un canyon qui est plus large à un endroit, qui est plus long ou qui est plus profond. Mais on ne trouve pas beaucoup de canyons qui aient ce côté extrêmement impressionnant des paysages qu'il peut recéler et qui en fait le canyon le plus connu du monde parmi les canyons de très grande envergure. Ouais, alors et tu disais donc justement ce canyon, il a 2 rives, la rive sud et la rive nord. Oui, on va en reparler bientôt quand on va regarder les différents endroits, tout à fait. Alors peut-être que tu veux revenir un peu à un côté un peu historique de la découverte du Grand Canyon. Oui, alors dans le Grand Canyon, ouais. le Grand Canyon, effectivement, il y a des tribus indiennes qui ont trouvé leur habitat depuis très très longtemps, hein, sur des centaines d'années. On trouve des restes de la présence humaine très très anciens, mais si on en prend ces visites par les colons et par les pionniers. On va dire que la première grande expédition scientifique qui va s'atteler à traverser l'intégralité du canyon, c'est celle de John Wesley Powell en 1869, donc à la fin du 19e siècle. Alors c'est pas une expédition spécifiquement pour le Grand Canyon, c'est une expédition qui va essayer de cartographier et d'étudier des segments de la Green River et de la Colorado River, depuis le Wyoming jusqu'à la frontière de l'Arizona et du Nevada. Et du coup, une bonne partie, peut-être la moitié de l'expédition, est de traverser le Grand Canyon du nord au sud dans son intégralité. Et du coup, à ce titre-là, c'était la première fois, probablement qu'un homme, parce que je ne suis pas sûr que les Indiens l'aient fait dans son intégralité, ils l'ont sûrement fait par plein de petites portions, et en tout cas la première fois qu'un homme blanc le faisait dans son intégralité. Et c'est une expédition qui a duré 3 mois à l'été 1869, qui s'est pas très très bien passée. Il y a eu des abandons, il y a une partie de l'équipe qui s'est enfuie, il y en a qui ont été retrouvés morts. Il y a eu des noyades aussi, hein. Il y a eu des noyades, enfin ça a été très très compliqué, mais néanmoins ça a permis d'acquérir une bien meilleure connaissance de la géologie et de la topologie du Grand Canyon. Et il a fait une seconde ensuite expédition en 71-72 durant l'hiver, dans laquelle il a pu reprendre des mesures plus précises, et il a publié ensuite un récit de ces 2 expéditions dans plusieurs livres qui sont devenus célèbres et qui racontent toute son odyssée. Ok, donc là, bon, on a situé le Grand Canyon. Maintenant, parlons précisément en fait. Qu'est-ce que c'est que le Grand Canyon? Quand les gens disent « je veux aller voir le Grand Canyon », que vont-ils voir? Où vont-ils aller? Voilà. Plus précisément. Alors, on a dit qu'il était très 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 grand, mais il est aussi au milieu un peu d'un genre de désert avec pas forcément beaucoup de routes d'accès. Donc il a beau être sur plusieurs centaines de kilomètres, les points d'accès physiques pour le visiteur au Grand Canyon sont assez limités. On pourrait quasiment les limiter à 4. Grand Canyon Sud, Grand Canyon Nord. Donc ces 2-là font à l'intérieur du Grand Canyon National Park. Le parc national du Grand Canyon ne couvre pas l'intégralité du Grand Canyon, mais une bonne partie. Et puis il y a aussi Grand Canyon Ouest, on va revenir dessus, qui est plus proche de Las Vegas, qui est vraiment à la sortie du Grand Canyon. Et puis on ne peut ne pas citer Havasupai, qui est un lieu à l'intérieur du Grand Canyon avec une tribu indienne et qui est accessible, on en reparlera un peu après. Mais du coup, quand les gens parlent juste en disant le Grand Canyon, je vais aller au Grand Canyon, en réalité, ils parlent de Grand Canyon Sud, c'est-à-dire le point dans le Grand Canyon National Park qui est sur la rive sud du Grand Canyon. On appelle ça aussi Grand Canyon Village, puisque c'est à cet endroit que se trouvent tous les visitor centers et les lodges, etc. Et en réalité, quand les gens disent qu'ils vont au Grand Canyon National Park, 90% d'entre eux, ils vont à Grand Canyon Sud. Et la plupart des images que vous avez vues du Grand Canyon, c'est des images qui sont prises depuis Grand Canyon Sud. Oui, parce qu'après, dans l'imagerie qu'on en a, effectivement, donc on a certains panoramas
qu'on ne retrouvera pas forcément exactement les mêmes si on va sur la rive nord. On en reviendra plus tard. Ni sur la rive nord, ni sur, sur ce qu'on appelle aussi la rive ouest, dont on parlera après, effectivement. Alors, pour tout dire, tout à l'heure, effectivement, dans l'introduction, je disais que c'est un lieu qui, quand même, nécessite un détour. C'est-à-dire qu'on arrive à l'intégrer dans le circuit, mais ça fait quand même... Les routes d'accès sont plutôt longues. Par exemple, généralement, donc, quand on veut aller au Grand Canyon, rive sud, on arrive donc généralement, soit on arrive par le sud. Alors, si on vient de Las Vegas, on mettra plus de 4 heures de voiture. Là, on arrive de l'ouest. Oui, de l'ouest. Si on arrive du sud, si on arrive par Flagstaff, c'est 1h30. Et si on vient directement de Williams, 1 heure. Et si on vient de Phoenix, c'est 3 plus de 3 heures. Ouais, Plus de 3 heures, effectivement. Par contre, on peut venir aussi de Page. Dans ce cas-là, Lake Powell. Ouais, donc de la part de l'entrée est. Et dans ce cas-là, on mettra plus de 2 heures. Donc, on voit quand même, c'est pas réellement un détour. Mais c'est assez isolé. Et ça c'est pour la rive sud. Si on parle de la rive nord, dans ce cas-là, effectivement, c'est à 4h30 de Las Vegas. Ce qui est quasiment la même durée que la rive sud. En fait. Là, oui, mais par contre, donc, on accédera généralement soit par Saint-Georges, qui est un peu plus, on mettra plus de 2h30, ou par Kanab, effectivement, où là, ce sera plus d'1h30. Et de Bryce, si les gens vont directement de Bryce, qui choisissent d'aller au Grand Canyon Nord, ce sera 3 heures. Donc tout ça pour dire que c'est quand même de la route pour y aller, et on verra sur place justement les activités à faire et aussi si on peut y dormir ou pas. Alors, on va du coup bien faire la différence entre Grand Canyon Sud et Grand Canyon Nord. Donc techniquement, ces deux points sont très très proches. Il y a une vingtaine de kilomètres entre les deux, puisque le Grand Canyon Nord et Grand Canyon Sud sont juste en face de l'autre, de part et d'autre du canyon. Alors ça c'est techniquement, mais si on le fait en voiture, il y a plus de 200 miles et c'est plus de 4 heures de route. Et oui, il faut faire un gros détour parce qu'il n'y a pas de pont évidemment au-dessus du Grand Canyon, donc il faut aller chercher un pont soit à Page ou soit il y a quelques... Voilà, mais quand même. Avant l'entrée du Grand Canyon, au niveau du Marble Canyon, il y a un pont, mais du coup ça fait un très très grand détour. Mais pourtant, quand on est sur la rive sud ou sur la rive nord, si on regarde en face et qu'on a des yeux perçants, on voit les bâtiments qui correspondent à ceux de la rive opposée. Donc c'est pas très 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 loin à vol d'oiseau. Alors pourquoi les gens vont aller plutôt à l'un ou plutôt à l'autre? Comme je l'ai dit, 90% des gens vont aller à Grand Canyon Sud. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est le fait que les infrastructures sont beaucoup plus développées sur la rive sud, et notamment le nombre d'hôtels. Il y a un seul lodge à Grand Canyon Nord, on reviendra là-dessus, et il y en a une dizaine. Un lodge et des cabines, voilà, à Grand Canyon Sud, il y en a une dizaine, donc il y a quasiment 10 fois plus de capacité de logement. Et en plus, si on s'écarte du Grand Canyon, Williams n'est pas très loin, Flagstaff n'est pas très loin, donc il y a des grosses capacités hôtelières à proximité de Grand Canyon Sud. Ça, c'est la première raison qui va faire que les gens vont aller là. La deuxième raison, c'est parce que... Et non la moindre. Hein. Vas-y. La deuxième raison, hein. Je sais pas. Ah bah. Alors, moi, la deuxième raison, c'est que le Grand Canyon Sud offre plus de points de vue différents, plus de vues sur le Grand Canyon. Je ne sais pas celle-ci. D'accord, il y en a d'autres. Sur le Grand Canyon, en fait, il y a une route qui suit le cours du Grand Canyon, la Rim Drive, et cette route offre plein de points de vue différents. On en aura moins à Grand Canyon Nord et j'expliquerai pourquoi après. La troisième raison, effectivement, je pense que c'est celle à laquelle tu pensais. Beaucoup de gens veulent faire le survol en hélicoptère du Grand Canyon. Et non, c'était pas celle-ci. Ah, c'était pas celle-ci, d'accord. Et du coup, le survol en hélicoptère se fait depuis Tusayan, qui est une toute petite ville juste à l'entrée de Grand Canyon Village, donc à 15 minutes ou 20 minutes de la rive du Grand Canyon. Et l'hélico permet de passer au-dessus du Grand Canyon, et beaucoup de gens veulent faire cette visite-là. Alors moi, je te propose de parler de ma raison, qui est qu'en fait, il y a une différence d'altitude, et qui fait qu'en fait, il n'y a pas le même climat à Grand Canyon Sud et Grand Canyon Nord, notamment l'hiver, et qu'en fait, alors que Grand Canyon Sud est ouvert toute l'année, Grand Canyon Nord est fermé en partie. La moitié de l'année. Et voilà. Alors effectivement, ça c'est assez étrange, mais on a beau être des deux côtés du même canyon, il y a une différence d'altitude très importante. Très importante, c'est 300 mètres de dénivelé. Ouais, c'est ça. En gros, on est à 2000 mètres d'altitude à Grand Canyon Sud et 2300 mètres à Grand Canyon Nord.
Donc cette différence d'altitude joue beaucoup sur les températures, mais aussi sur les précipitations et le degré d'enneigement. Il y a de la neige des deux côtés, mais il y en a beaucoup plus au nord, avec 300 mètres de plus. Hein, c'est en haut et en bas des pistes de ski. Hein. Vous voyez tout de suite dans une station de ski ce que ça fait comme différence. Et ben, vous avez cette différence-là, et ce qui fait que la moitié de l'année, de mai à octobre, grosso modo, c'est ouvert, et puis d'octobre à mai, le Grand Canyon Sud va être fermé. Alors reste accessible en motoneige, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué, ou reste accessible, on en reparlera, à pied par la rive sud, mais on en reparlera plus tard. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des différences notables qui peuvent expliquer que les gens vont plus à Grand Canyon Sud que Grand Canyon Nord. Il y a aussi une petite différence qui est, pas petite, mais une différence importante qui est liée à cette différence d'altitude. C'est que comme l'altitude est beaucoup plus élevée sur la rive nord, il y a beaucoup plus de précipitations. Et comme il y a plus de précipitations, il y a plus d'érosion. Et de ce fait, la rive nord est beaucoup plus éloignée du fleuve que la rive sud. En gros, le sud, le fleuve, il coule à peu près à 1/3 de distance du sud, et 2/3 de distance du nord. Et ça, du coup, ça change deux choses. D'abord, si vous voulez descendre jusqu'en bas, c'est pas du tout les mêmes distances, c'est beaucoup plus important sur la rive nord, plus le dénivelé supplémentaire, bien entendu. Mais ça change aussi les paysages. Ça veut dire que comme on est beaucoup plus loin du fleuve Colorado, on a des paysages qui s'ouvrent également moins, on est plus dans des canyons secondaires, et on a des paysages qui sont moins ouverts et peut-être un peu moins impressionnants à la rive nord qu'à la rive sud. Et du coup, les gens qui veulent retrouver les paysages des photos, c'est des paysages de la rive sud. Oui, on a un paysage beaucoup plus verdoyant, hein, du fait effectivement de l'altitude aussi, ouais, tout à fait. Alors justement, il y a un fait étonnant, c'est que concernant la station météo de la rive nord, c'est la station météo de la région qui est la plus froide, alors qu'elle est juste à 8 miles de la station la plus chaude. Et c'est aussi la station météo la plus humide, alors qu'elle est juste à 1 mile de la station la plus sèche, qui est l'Isphérien. Ouais. Donc c'est vraiment surprenant. Et ça, on va arriver à un point justement dont on voulait parler, à savoir des spécificités climatiques qui font qu'en fait, il y a des microclimats. Tout à fait. Alors on va revenir sur le climat, mais on va quand même finir sur la géographie. On a vu Grand Canyon Sud, Grand Canyon Nord, il y a d'autres points d'accès. Juste pour terminer, donc du coup, dans votre choix, est-ce que nous on conseille d'aller au nord ou au sud? Très honnêtement, nous on aime bien les deux côtés, on aime bien les deux rives. On verra un peu ce qu'on peut y faire un peu plus tard, donc il y a des différences. Faut faire bien attention aux saisons. Voilà, on va y revenir. Évidemment, il y a la question de la saison, mais disons qu'en été, les deux rives peuvent fonctionner. Après, c'est plus une question de, dans votre itinéraire, comment ça se goupille, et puis évidemment de la question du logement. Est-ce qu'il reste de la place en logement à Grand Canyon Nord ou pas, et comment ça peut fonctionner. Voilà, alors après on a dit qu'il y avait deux autres options sur l'accès à Grand Canyon. Il y en a une qui est assez connue, qui est Grand Canyon West. Alors en fait, Grand Canyon West, c'est ce que nous on appellerait un tourist trap. Ça fait pas partie du Grand Canyon National Park. En réalité, c'est vraiment à la sortie du parc national de Grand Canyon. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un endroit aussi large et aussi profond, mais vraiment pas du tout, qu'à Grand Canyon Sud ou Grand Canyon Nord. Pourquoi cette destination, elle fonctionne? Pour une raison principale, c'est la proximité avec Las Vegas. C'est-à-dire que on est qu'à 2 heures en voiture. Voilà, oui. c'est ça. Alors qu'en fait, on est à 4 heures de route entre Grand Canyon Sud et Grand Canyon Ouest. Exactement. Ouais. Et en fait, du coup, avec 4 heures et demie de route entre Las Vegas et Grand Canyon, très honnêtement, vous ne pouvez pas faire l'aller-retour dans la journée, ou alors ça va vraiment être une journée un peu dingue et qui ne sert pas à grand-chose. Alors que vous pouvez tout à fait faire une excursion avec 2 heures le matin, rester sur Grand Canyon Ouest et revenir. Ce qui fait que beaucoup de gens trouvent que c'est plus pratique. Pour autant, pour nous, ça n'a rien à voir en termes d'expérience, car les paysages à Grand Canyon Ouest et à Grand Canyon Sud n'ont aucune commune mesure. On ne voit pas du tout la même chose. On ne voit pas le Grand Canyon comme on l'imagine, c'est-à-dire des dimensions incommensurables. On n'arrive pas à se rendre compte des distances tellement voilà. C'est une autre expérience, c'est ça qu'il faut se dire. C'est une autre expérience, mais ce n'est pas l'expérience du Grand Canyon. Non.
Voilà, c'est une expérience d'un canyon. Donc ça, c'est la première chose. Et quand je dis que c'est un tourist trap, c'est que du coup, pour faire venir les gens, comme ils n'ont pas ni la meilleure vue, ni les meilleures randonnées, ni tout ça, eh bien, alors en fait, ce qu'il faut C'est dire géré et par comprendre, les Indes. c'est que c'est à l'intérieur d'une réserve indienne, les Indiens Wallapai, et du coup, ils ont essayé de profiter de leur localisation, etc. Et pour ça, ils ont construit tout un certain nombre d'attractions, dont la plus connue est le Skywalk. Et c'est ça qui fait venir les gens. Donc en gros, ils ont construit sur une pointe, un promontoire au-dessus du canyon, une passerelle dont le sol est en verre et qui vous permet de marcher au-dessus du vide, au-dessus du Grand Canyon. Et beaucoup de gens ont entendu parler de cette expérience un peu à sensation et étonnante. Et du coup, imagine que c'est un Grand Canyon normal, c'est-à-dire un Grand Canyon Sud, alors qu'en réalité c'est un Grand Canyon Ouest, et beaucoup de gens, ne faisant pas trop attention, finalement font Grand Canyon Ouest sans comprendre qu'ils ne sont pas dans le Grand Canyon National Park et qu'ils ne vont pas voir les paysages les plus classiques du Grand Canyon. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va trouver? Ce fameux Skywalk, on va trouver des ziplines, c'est-à-dire des tyroliennes, donc, mais pas dans le Grand Canyon, hein, elles sont à côté en fait, donc vous faites de la tyrolienne à côté du Grand Canyon. Ils font aussi des visites en hélico, ils font du rafting en bas du canyon. Alors quand on parle de rafting, ils font des petites balades en bateau sur la rivière Colorado. Et puis ils ont 2-3 points sur la culture Wallapai, un petit musée sur les Indiens, etc. Et tout ça évidemment est vendu, est assez cher. L'entrée minimale pour aller à Grand Canyon Ouest, qui est l'entrée de base plus le Skywalk, grosso modo c'est 70 €. Voilà, ça c'est à peu près minimum, et en fait ça varie en fonction des jours aussi, le prix. Alors que pour Grand Canyon National Park, donc sud ou nord, là on n'est pas du tout sur les mêmes prix, puisque l'entrée du parc c'est 35 $ par voiture. Donc, pendant 7 jours. Voilà. Et si vous avez quasiment forcément le America the Beautiful. Voilà, le pass annuel à 80 $ pour une voiture et tous ses occupants, en fait l'entrée pour vous elle est gratuite. Donc évidemment c'est pas du tout le même prix. Si vous êtes 4 et que vous payez 72 € par personne, vous êtes déjà à 280, quasiment 300 €. Vous allez faire des dépenses en plus. Et puis vous aurez, voilà, donc c'est pas du tout la même expérience. Donc pour nous vraiment c'est pas une destination qu'on place dans nos itinéraires, et c'est pas une destination qu'on conseille. Après, je peux comprendre que dans certaines circonstances, surtout pour un premier voyage, moi je dirais effectivement. Après, si vous y allez de multiples fois, pourquoi pas aller explorer cette attraction, parce que voilà, c'est plus une attraction. Voilà. Exactement, c'est ça. Mais bon, beaucoup de personnes aiment bien. Voilà. C'est pas ce qu'on conseille. Exactement. Beaucoup de personnes aiment bien sans avoir été de l'autre côté, donc sans rendre compte de la différence. Dernier point, à Havasupai, en fait, il y a une réserve indienne qui est au fond du Grand Canyon, pas très très loin d'ailleurs de Grand Canyon Ouest. Et ils ont des choses assez extraordinaires, notamment des chutes, les chutes d'Havasupai, qui sont paradisiaques. C'est des couleurs dingues, c'est des chutes impressionnantes. Et ils sont pas très loin du fleuve Colorado, et ça donne des photos incroyables que les gens se partagent, etc. Mais du coup, comme c'est dans une réserve indienne, c'est eux qui fixent les règles, et les règles elles sont assez dingues. En gros, maintenant, si vous voulez descendre dans Havasupai, vous êtes obligé de prendre 3 nuits minimum au camping en bas, donc de descendre à pied avec sac à dos, et de loger dans un camping pour la modique somme de 375 € par personne. Donc si vous êtes une famille de 4, en gros, ça va vous coûter un peu plus de 1200. Ouais, quasiment même non, 1500 €, quoi. 1500 € pour aller faire 3 nuits en camping. Il y a aussi un micro-motel pour les gens qui ne veulent pas camper. Et vous pouvez descendre et remonter en hélicoptère. C'est avec 100 $ de plus par personne et par trajet. Et sinon, si vous descendez à pied, c'est 16 km aller, 16 km retour. Il y a 800 mètres de dénivelé. C'est une balade qui n'est pas très très simple. Mais en fait, c'est pour limiter le tourisme voilà. aussi. C'est pour ça. Et encore, avec ces prix-là, c'est extrêmement difficile d'obtenir une place, parce que tout part en un instant, parce que le nombre de places est limité. Donc voilà, c'est très compliqué, c'est très cher.
Voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça se fait pas en été non plus. Enfin, c'est déconseillé en été parce qu'il fait trop chaud. C'est déconseillé en hiver parce qu'on peut pas se baigner. Donc en fait, les saisons intéressantes sont courtes. Donc voilà, c'est pas simple. Moi, je dis pourquoi pas, si jamais vous êtes deux. Parce que pour une famille Voilà. de 4 ou de 6, ça va Et être pas cher. en première intention pour Voilà. un premier voyage dans l'Ouest américain en tout cas. Est-ce qu'on peut revenir à Grand Canyon Sud, justement? Est-ce qu'on peut y faire? Alors, tu voulais d'abord, je crois, parler des saisons. Ah oui, oui, effectivement. Oui. Parlons des Alors, saisons. du coup, tu as déjà évoqué le fait effectivement que c'était des. Comme on est en altitude, on est en altitude et en fait le Grand Canyon, il est sur une altitude très différente. Comme il y a 1800 mètres de dénivelé entre le bas du canyon et le haut du canyon, même à la même saison, on a des grosses différences. Donc, on a des grosses différences selon le moment de l'année et on a des grosses différences selon l'altitude. Plus on descend dans le canyon, plus ça change. Et ça, du coup, ça fait que... Et on a des changements rapides. Hein. Ça, c'est vraiment et- souligné aussi par les park rangers. Vraiment, il faut faire très attention. Hein. Voilà. Donc, il faut s'attendre à avoir de la neige en hiver en haut. Et il faut s'attendre à avoir des températures qui peuvent atteindre les 48 degrés en été en bas. C'est quand même assez extrême comme différence. Mais même en hiver, vous pouvez très bien avoir 20 degrés au fond du canyon et moins 5 en haut. Et en été, avoir 20-30 degrés en haut du canyon et du coup quasiment 50 tout en bas. Donc on a voilà, des variations assez Ouais, extrêmes. comme tu parlais des records de température, justement, la température la plus froide qu'on a enregistrée, c'est à Grand Canyon North Rim, justement, en février 85, où il faisait moins 22. Et à l'opposé, les températures les plus chaudes sont bien sûr en été, au fond du canyon à Phantom Ranch, où là, on avait presque 50 degrés. On atteignait presque 50 degrés. Et ça, j'ai pas de date, puisqu'en fait, ça arrive très souvent l'été. Quasiment chaque été, vous avez des températures qui dépassent les 48 degrés tout au fond. Donc on en parlera quand on parlera randonnée. Mais ça... Donc du coup, c'est vrai que quand y aller, on peut y aller en toute saison. Alors, en toute saison sur la rive sud, sur la rive nord, on l'a dit, on ne peut y aller que grosso modo de mai à octobre, parce que sinon c'est fermé. Mais il faut juste s'attendre à des conditions du canyon qui sont assez différentes. Donc évidemment, si vous y allez en hiver ou même jusqu'en mi-saison, il faut s'attendre à des possibilités de neige. Nous, la dernière fois qu'on y est allé en avril, début avril, on était début avril. Sur la route du Grand Canyon, on venait de Phoenix. On a eu une tempête de neige, on était dans le blizzard, c'était assez impressionnant. Et du coup, on a dormi à Williams. Le lendemain matin, on est monté sur Grand Canyon. Il y avait 50-60 cm de neige un peu partout sur le haut du canyon. On vous mettra des photos justement sur la page du blog. N'hésitez pas à regarder. Et... Mais effectivement, là, j'ai des températures, un tableau des températures avec les moyennes. Si on prend décembre, janvier, février, on est dans les températures les plus basses, on est moins 7, moins 8, moins 6, température, là, Grand Canyon Sud. Et température les plus hautes, on va juste de 6 à 7 degrés, 5 à 6, voilà, pour les températures, pour vous dire qu'il fait froid. Effectivement, l'hiver. Mais c'est très variable. Nous, on est la première fois qu'on a fait la descente dans le Grand Canyon, on était en fin février, début mars, et il faisait super beau. Et on n'a pas de neige, et on n'avait pas eu de... Voilà. Mais vous voyez, 2 mois plus tard, en avril, sur une autre année, on avait de la neige. Donc. Avril, on est plus vers 15, effectivement, et mai, 20, et après... Juin, juillet, août, alors là, effectivement, on est plus à 27, 30 degrés. Et, en haut. Et dès que vous descendez, la température, elle augmente. Alors, au fond du canyon, effectivement, il faut faire attention parce que là, je vous dis 30 degrés l'été et on est plus vers les 40 au fond du canyon l'été. Hein. Là, ça vraiment, ça alors n'a rien à voir. Alors qu'en hiver, on est toujours entre 10 et 20, quoi. On n'a jamais des températures négatives. Négatives, non, mais on peut descendre à 2 en moyenne. Ça donc, peut avoir des nuits fraîches, mais voilà, on est quand même pas du tout sur les mêmes choses parce que, voilà, on est beaucoup plus bas. Et effectivement, comme vous disiez Silver aussi, on retrouve les températures, elles sont plus basses effectivement l'été, elles montent moins, Grand Canyon Nord, et on est sur 20-25 degrés de moyenne l'été. Donc c'est quand même moins chaud, un cran moins chaud quand même que la rive sud. Tout à fait. Alors, la question derrière, c'est combien de temps rester à Grand Canyon? Combien de jours passer, Voilà. Alors déjà, est-ce qu'il faut y passer la nuit? Vu que c'est assez loin de tout, c'est quand même plutôt conseillé
de ne pas le faire en passant. Parce que là, vous allez avoir 4 heures de route pour y aller et au moins 2-3 heures de route pour repartir. Si vous faites ça, vous allez vraiment faire un passage rapide en milieu de journée sans avoir le temps de faire grand-chose. Donc c'est quand même mieux de rester dormir à Grand Canyon une nuit. En revanche, rester 2 nuits, voire plus, pour nous, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'en fait, il n'y aura pas de choses différentes à faire si vous restez plus longtemps. C'est ça la problématique. C'est pas que c'est pas bien, c'est qu'à un moment donné, si vous faites une randonnée dans le Grand Canyon, mais vous n'allez pas en faire 2 ou 3 ou 4, ça va être un peu la même. Donc il n'y a pas de raison d'y rester beaucoup plus longtemps. Puis on va voir les activités, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça ne justifie pas de rester plus d'une nuit de notre point de vue. Voilà, et par contre, je vais revenir sur le point de fait de positionner la nuit dans le parc, et enfin nous de préférence dans le parc. C'est effectivement, on vous a toujours dit quand on compose un itinéraire, c'est qu'on place la nuit là où il y a l'activité du lendemain, parce que surtout en été, parce qu'en été il fait chaud assez tôt, et du coup si vous avez encore 2 heures de route à faire pour pouvoir commencer votre balade, là vous commencerez votre balade dans la matinée et il fera vraiment trop chaud. Chaud, et puis aussi il y aura beaucoup plus de monde. Également, le parc conseille d'arriver avant 10h ou après 14h, mais de ne pas arriver entre 10h et 14h en été quand c'est la période de pointe. Donc évidemment, si vous logez à 2h, vous allez arriver pile poil dans le pire moment pour le faire. Alors là, je vais faire un petit aparté justement sur, comme on a parlé des températures, c'est aussi sur l'habillement quand vous êtes sur place. Donc l'hiver, pensez à prendre effectivement des gants et chapeaux et écharpes parce qu'il peut faire très froid comme ça. Et l'été, surtout, pensez à bien dans les balades à apporter de l'eau. Beaucoup d'eau parce qu'il n'y aura pas d'eau lors de vos balades, notamment si vous descendez un peu dans le canyon. Si vous êtes sur la rive, c'est pas la même chose. Mais si vous choisissez de faire une balade, qu'on verra plus tard, dans le canyon, vraiment, il faut prendre beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et bien sûr, c'est pour marcher. Donc, vous prenez une bonne paire de chaussures de marche ou de baskets. Il faut que vous... Voilà. Et pourquoi pas quand même, si vous descendez dans le canyon, des bâtons de marche. Ça peut être assez intéressant parce que ce sera de la descente et de la montée. Tout à fait. Alors du coup, ça nous amène sur que faire maintenant. Voilà, on a qu'on choisisse Grand Canyon Sud ou Grand Canyon Nord. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Comment le visiter? Qu'y faire? Alors la première chose, évidemment, c'est quand même d'y marcher, de randonnée. Alors, il y a un certain nombre de sentiers de randonnée qui partent de Grand Canyon South Rim et de Grand Canyon North Rim. Grosso modo, il y en a 3 qui descendent jusqu'au fond du canyon. À South Rim, donc Grand Canyon Sud, il y a 2 sentiers qui descendent au fond du canyon, qui sont le Bright Angel Trail et le South Kebab Trail. Et il y a un seul sentier qui remonte vers North Rim, vers Grand Canyon Nord, qui est le North Kebab Trail. Donc si vous êtes dans la Grand Canyon Nord et que vous souhaitez randonner un peu dans le canyon, vous n'avez qu'une seule option, le North Kebab Trail. Si vous êtes à Grand Canyon Sud, vous avez 2 options. Alors, en termes de distance, le South Kebab Trail, c'est qui descend jusqu'au fleuve Colorado. Il fait 10 km de longueur pour 1480 mètres de dénivelé. Le Bright Angel Trail, qui est pas très loin, il est un peu plus long, 12,6 km de longueur et 1360 mètres de dénivelé, donc un tout petit peu moins de dénivelé. Quand on parle de la longueur, c'est du début du trail, qui est en haut de la rive, jusqu'en bas du Colorado. Jusqu'à ce qu'on arrive au fleuve Colorado, voilà. Exactement. Donc, c'est-à-dire que ce trail-là, si on veut le faire, on est obligé de faire l'aller-retour. Donc, il faut doubler ce que tu viens de dire. Exactement. Alors, voilà. Ouais. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et si on est à North Rim, on vous avait dit que North Rim était beaucoup plus loin de la rive de la rivière. Eh bien, le North Kebab Trail, il fait 23 km de long pour 1780 mètres de dénivelé. Donc, il y a plus de dénivelé puisqu'on a dit que la North Rim était plus haut. Et il y a aussi plus de distance pour rejoindre le fleuve, 23 km. Là, ça commence à faire beaucoup. Alors on va revenir sur ces différentes rims. Il y en a un en plus, sinon à North Rim et à South Rim, il y a des sentiers qui suivent la rive du Grand Canyon, donc les Rim Trail. Et ces sentiers-là, du coup, ils sont avec beaucoup moins de dénivelé. Ça monte et ça descend un petit peu quand même, mais beaucoup moins de dénivelé. Et ils permettent surtout de rejoindre différents points de vue.
Donc c'est pas du tout la même chose que les 3 autres dont on vient de parler qui permettent de s'enfoncer dans le canyon et du coup d'avoir des points de vue qui changent parce qu'au fur et à mesure que vous allez descendre dans le canyon va s'ouvrir devant vous, on va s'éloigner de la rive pour aller en direction de la Colorado River. Et plus on va descendre, plus les paysages vont devenir assez étonnants et spectaculaires. Alors, il y a une spécificité aussi à Grand Canyon Sud, justement, quand tu parles des points de vue et du trail, du Rim Trail, c'est qu'en fait, il y a une navette aussi qui est mise à disposition des visiteurs qui permet de les emmener d'un point de vue à un autre, où les visiteurs peuvent faire un certain nombre à pied et après prendre la navette. Tout à fait. Ouais, il y a cette navette qui permet donc d'aller tout au bout du Rim Trail et sur l'Hermit Road. Ouais. Et elle permet aussi de rejoindre le point de départ du South Kebab Trail qui n'est pas accessible directement depuis les parkings. Donc si vous voulez faire le South Kebab Trail, vous devez prendre une navette qui va vous amener juste avant le Yaqui Point au point de départ du South Kebab Trail. Alors qu'est-ce qui est conseillé? La plupart des gens font le Bright Angel Trail. Quand ils veulent, alors font une portion du Bright Angel Trail, hein. Il y a peu de gens, on le verra, qui descendent jusqu'en bas, et on va expliquer pourquoi. Donc la plupart des gens font le Bright Angel Trail pour la raison simple que, en fait, il est à côté des parkings. Donc du coup, quand on arrive, c'est celui-là qu'on voit, et puis du coup, on va prendre celui qui est le plus pratique. Le South Kebab Trail, il est un peu moins accessible parce qu'il faut prendre cette fameuse navette. En revanche, si on parle en termes de paysage et notamment de paysage sur les premiers kilomètres, ce qui compte si vous n'allez pas aller jusqu'en bas, le South Kebab Trail présente des paysages qui vont être plus impressionnants plus vite. Le problème du Bright Angel Trail, en fait. Exactement. Finalement. Le problème des Bright Angel Trail, c'est dans un canyon. Voilà, les premiers kilomètres, il va falloir attendre avant de sortir de ce. C'est des lacets en fait. Voilà. Et du coup, vraiment, nous, si on peut vous faire un conseil, c'est que si vous êtes à Grand Canyon Sud, allez faire les premiers kilomètres du South Kebab Trail et on va vous dire jusqu'où descendre. Ça nous paraît beaucoup plus approprié. Alors, jusqu'où aller? On pourrait dire jusqu'où vous pouvez, mais disons que sur le South Kebab Trail, on vous conseille d'aller au moins jusqu'au point du Cedar Ridge, qui c'est un des derniers points où il y a encore des toilettes. En gros, c'est 2,4 km aller, donc 4,8 km aller-retour. Donc ça, c'est vraiment une balade pas trop longue, hein, grosso modo en 1h30, 2h, en prenant le temps pour les photos et en faisant une pause à Cedar Ridge. Vraiment, c'est fait. Et vous aurez déjà des beaux paysages, même si vous n'êtes pas prêt à faire ça, en allant jusqu'au Ua Point, à 1,5 km aller, car c'est là que le panorama va commencer à s'ouvrir sur le canyon. Donc voilà, si vous avez au moins 2 heures, allez jusqu'à Cedar Ridge et retour. C'est déjà une belle balade. Alors normalement, il y a une règle à appliquer, à savoir qu'on met 2 fois plus de temps à monter que de descendre. Alors, c'est une règle. Alors généralement, nous, c'est pas du tout le cas. C'est pas forcément le cas. Mais il faut le savoir. Mais grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire que dites-vous que si vous avez marché 1 heure pour descendre, il vous faudra 2 heures pour remonter. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne règle. Donc commencez, voilà. Ayez ça en tête quand vous descendez. Dites-vous qu'après, vous en êtes à un tiers du trajet en fait. Un tiers en distance. En durée. Et en difficulté, vous n'êtes même pas au quart. Parce qu'évidemment, toute la difficulté est sur le retour. Si vous faites le Bright Angel Trail et que vous voulez descendre sur les premiers kilomètres, on peut aller à peu près à la même distance en rejoignant le Mile and a Half Rest House, qui là pour le coup vous aurez un point d'eau. C'est une des grosses différences. Sur le South Kebab Trail il n'y a pas d'eau. Sur le Bright Angel Trail normalement il y a de l'eau, toujours à vérifier s'il n'y a pas des coupures d'eau, ça arrive à certaines saisons. Mais donc du coup vous avez 2,4 km aller, 4,8 km aller-retour en 2 heures. C'est assez faisable. Voilà. Alors après il y a une grande question et qui est assez marrante. En fait, on a beaucoup de gens qui nous racontent, quand ils nous contactent, se rappeler que quand ils étaient enfants, ils étaient allés au Grand Canyon et ils étaient descendus jusqu'au Colorado et remontés, et c'est ce qu'ils aimeraient faire à nouveau avec leurs enfants. Et là, on est toujours assez dubitatif, parce que dès qu'on propose des balades un petit peu dures, un petit peu longues, on nous dit ah oui, vous êtes sûr là, une balade de 3 ou 4 heures, etc. Ça me paraît beaucoup, etc. L'été en plus, une chaleur. Voilà, on nous dit ouais mais si, mais moi je l'avais fait, oui c'était dur, mais voilà. Alors on est assez dubitatif sur ces souvenirs de personnes qui sont descendues jusqu'en bas et remontées. D'abord pour une raison simple, c'est que quand on pose la question, du coup vous vous rappelez d'être allé jusqu'à la rivière et d'avoir vu la rivière et le pont pour traverser la passerelle.
Et là, les gens n'en ont pas souvenir. Et ça, c'est étrange parce que quand vous l'avez vu, quand vous êtes allé jusqu'au Colorado et que vous avez vu la passerelle, généralement, vous en souvenez. C'est un point marquant de votre étape. Et donc, du coup, si vous n'en avez pas souvenir, c'est que probablement, vous avez l'impression d'être allé en bas, mais vous n'êtes pas allé jusqu'en bas. Ce qui paraît logique aussi, parce que si vous faites cette balade de descendre en bas du canyon et remonter dans la même journée, c'est quand même une balade de 25 km aller-retour, avec 1400 mètres de dénivelé descendant pour rejoindre le fleuve, 1400 mètres de dénivelé ascendant pour remonter, et les 2 tiers de la balade se font de manière exposée au soleil, et la moitié de la balade se fait dans des températures qui, en milieu de journée, aussi entre 40 et 45 degrés à l'ombre, alors qu'on est toujours exposé au soleil. Donc c'est une randonnée de 9 à 12 heures, hein, je crois. On considère que c'est 9 à 12 heures de marche. Les gens sportifs peuvent le faire en 8 heures. Mais du coup, voilà, on reste assez dubitatif sur le nombre de personnes qui ont le souvenir d'avoir fait. Alors nous, on l'a fait. Nous, on l'avait déjà fait une fois. Non, mais on avait dormi. Quand on l'avait fait, on avait dormi. Exactement. On l'a jamais fait en une journée et on l'a jamais fait en été surtout. Non. Et en été, effectivement, alors, c'est fortement déconseillé, mais si jamais vous le faites, ils disent, généralement, ils conseillent de partir très tôt le matin, vers 5 heures du matin, de faire une première, de faire la descente comme ça, et après d'attendre effectivement. Justement, de partir très tôt et de remonter de suite pour être sorti de la zone la plus chaude avant 10 heures. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez descendre en 3 heures et vous allez tout de suite remonter pendant 2 heures pour sortir de la zone la plus chaude et vous retrouver dans des zones qui sont nettement moins chaudes, parce que nettement moins basses. Voilà, alors il faut se rendre compte que en gros il y a 6 millions de personnes qui visitent le Grand Canyon chaque année. Il y a 1% de ces gens-là qui descendent jusqu'au Colorado. C'est pas 4 millions et quelques. On a des chiffres différents, mais c'est pas grave, continue. Voilà, sur 6 millions, 1% qui descendent jusqu'au Colorado, ça fait 60 000 personnes. En gros, ça veut dire entre 100 et 300 personnes par jour selon la saison. Et la très grande majorité d'entre eux ne fait qu'un aller-retour depuis la rive sud. D'accord ? Donc on va parler ensuite des autres possibilités. Alors, les gens qui le font du coup pas en été peuvent se permettre éventuellement de faire cette descente et remontée. Alors, la plupart du temps, quand on fait la descente et la remontée, on descend par le South Kebab Trail, qui est plus rapide, plus court et plus de dénivelé, et on remonte par le Bright Angel Trail au retour. Voilà, ça fait une grosse balade sur une grosse journée, mais si on n'est pas au cœur de l'été, ça reste faisable pour des gens sportifs. Mais ne sous-estimez pas le canyon, il est traître, les températures sont dures, les dénivelés sont très importants, le retour est très dur par rapport à d'autres types de balades en montagne, où on parle de dénivelés cumulés qui peuvent être les mêmes. La grosse différence au Grand Canyon, c'est que vous avez 100% du dénivelé négatif à l'aller et 100% du dénivelé positif au retour. Vous n'avez pas de pause. Au retour, vous ne faites que monter pendant près de 15 km. Et ça, c'est vraiment très dur. Il y a vraiment des sections entières qui sont très pentues. Et c'est traître. Il y a chaque année de très nombreuses interventions des park rangers pour aller secourir des gens. Et quand on l'a fait une fois, on comprend pourquoi. Donc vraiment, il faut se préparer et ne pas faire n'importe quoi. Du coup, on en vient effectivement à une balade qui est, j'allais dire, pas forcément possible, mais qui peut être envisagée par certaines personnes, à savoir le Rim to Rim ou le Rim to Rim to Rim. Alors, effectivement, donc ça c'est un peu le côté mythique de la randonnée au Grand Canyon. En gros, c'est d'aller d'une rive à l'autre. Dans ce cas-là, on va descendre sur un des trails jusqu'au Colorado River, passer par la passerelle qui a été construite au début du XXe siècle et qui permet, alors il y en a deux maintenant, qui permettent de passer d'une rive à l'autre. Il y en a une sur le Bright Angel Trail et une tout en bas du South Kebab Trail. Et puis remonter sur la rive opposée. Alors, c'est d'abord c'était un parcours qui est quand même difficile parce que c'est 37 km de long, avec un dénivelé de 1755 mètres dans les deux sens, donc c'est déjà en soi impressionnant. C'est quelque chose qu'on ne peut faire pas en hiver, parce que comme la rive nord est fermée, on n'a pas accès à la rive nord, donc si vous faites Rim to Rim, vous pouvez pas repartir.
et qui est très compliqué en été, toujours pour cette question des 45 degrés au fond du canyon. Alors combien de temps il faut pour faire ça? Grosso modo, c'est 12 à 15 heures qu'on considère si on fait une pause en bas du canyon. Mais il y a maintenant beaucoup de gens font de l'ultra trail, hein, donc le font en courant. Et du coup, si vous le faites en courant, en gros, il faut, je crois, 7 heures, 6-7 heures pour le faire pour une personne normale. Mais il y a des gens qui le font beaucoup moins que Pour ça. le Rim to Rim. Pour le Rim to Rim, il y en a qui le font en moins de 3 heures. Je crois que le record, c'est 2h40. Ça paraît dingue. Non. Si. C'est sûr? Oui. Oui, l'aller-retour, le Rim to Rim to Rim, il y a un record à 6 heures. Ça paraît complètement dingue. Quand vous l'avez fait, ça vous paraît impensable. Déjà, c'est à peine le temps que vous avez pour descendre d'un côté, donc en gros faire un quart. Et eux, en fait, ils ont déjà terminé, ils sont allés de l'autre côté, ils sont revenus à leur point de départ. Ça paraît complètement fou. Mais voilà, donc voilà. Alors, la problématique du Rim to Rim, c'est qu'une fois que vous êtes de l'autre côté, comment est-ce que vous revenez? Alors, soit vous êtes à plusieurs voitures, et puis du coup, vous pouvez programmer de partir à deux, déposer tout le monde sur une rive, partir à 2 voitures de l'autre côté, laisser une voiture, revenir au point de départ, et puis après, avec les 4 heures de route. Ou soit il y a des services de navettes privés, des taxis en gros. Je crois que c'est une soixantaine d'euros, non? On n'avait pas vu ça? Ouais, c'est entre 60 et 100 euros pour une personne. Alors, vous n'êtes pas, à la limite pas obligé de le faire pour tout le monde. Parce que vous pouvez avoir juste le conducteur qui est ramené en navette et qui va aller chercher la voiture. Les autres vont devoir passer une nuit parce que du coup, il y a 4 heures aller, 4 heures retour. Hein, ça fait pas mal de temps. Mais voilà, ça c'est ce qui est possible de faire entre mai et octobre. Et puis l'autre option, c'est de ne pas faire Rim to Rim d'une rive à l'autre, mais c'est de faire Rim to Rim avec le retour. Et là, du coup, ça fait une balade de 75 km avec des dénivelés un petit peu fous. Pour ceux qui ont déjà lu le blog, c'est quelque chose qu'on a déjà tenté, Oui. sur lequel on a buté, on a fait les 3 quarts d'un Rim to Rim. Mais du coup, voilà. Je vous mettrai le lien vers le blog. Voilà, où on raconte un peu tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu de la randonnée de l'extrême si on n'est pas bien préparé. Après, ça reste faisable. Magique. Et ça reste magique. Les paysages sont incroyables tout du long. Ouais, pour tout vous avouer, moi, je rêve que d'une chose, c'est d'y retourner. Et j'essaye désespérément de reprogrammer justement cette traversée. Voilà. Alors d'ailleurs, oui, pour ceux qui souhaitent descendre jusqu'en bas, remonter, éventuellement faire un Rim to Rim ou un Rim to Rim to Rim, la plupart des gens ne le font pas d'une traite, parce que là, vraiment, à part le faire en courant dans des ultra-trails complètement fous, c'est pas possible. Donc il y a en bas du canyon, il y a un camping qui est le Bright Angel Campground, et il y a aussi 2 campings sur la rive nord et un camping sur la rive sud à mi-hauteur, ou enfin à 1 tiers et 2 tiers, et qui permettent, alors évidemment c'est des campings sur réservation, c'est assez compliqué à obtenir, il faut faire des demandes de permis à l'avance, etc., mais ça reste faisable, parce que nous on l'a fait plusieurs fois. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut emmener son matériel, et ça fait toute la différence avec une balade à la journée. C'est que quand vous devez juste vous trimballer avec votre eau, 3 snacks et une petite veste, c'est pas pareil que vous vous baladez avec une tente, de l'eau pour plusieurs jours, de la nourriture, des sacs de couchage, etc. Oui, parce que l'eau est vraiment une problématique importante dans le canyon, hein, parce que souvent ils font des travaux où il y a des canalisations qui pètent un hiver, et du coup parfois ils vous disent justement il y a des alertes sur le site en disant attention, vous pourrez pas prendre d'eau à cette étape là. Et du coup, il faut prévoir encore plus d'eau. Et donc, du coup, ça fait beaucoup à porter, ça fait beaucoup de poids. Et c'est pas du tout la même randonnée quand vous avez 15 kilos sur le dos ou quand vous avez 3 kilos sur le dos. On peut dormir au Phantom Ranch. Il existe une sorte de lodge en cabine au fond du canyon, le Phantom Ranch. Donc ça, effectivement, c'est la solution la plus confortable pour des gens qui voudraient faire un aller-retour ou un Rim to Rim ou autre. Cependant, il faut réussir à avoir des places. Voilà, il faut réussir à avoir des places. Il y a trop de demandes, donc du coup, ils organisent une loterie, donc avec des tirages au sort. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est envisageable sur des séjours qui ont été conçus autour de ça. C'est-à-dire, ne pensez pas à faire ce genre de balade ou ce genre d'excursion à l'intérieur de vos vacances d'été. C'est trop aléatoire, c'est trop compliqué.
c'est vrai. Non, Nous, à chaque fois l'été, il fait voilà, vraiment sans trop compter chaud. la question de la chaleur, Non, ouais. ou même à d'autres vacances. Mais nous, à chaque fois qu'on a fait ça, c'est des vacances spécifiques. On est venu spécifiquement pour faire le Grand Canyon. On a pris des billets spécifiquement pour ça, par rapport à nos dates de permis, par rapport aux dates qu'on a obtenues pour pouvoir descendre, etc. Et voilà. Tout est optimisé pour cette balade. Pour cette chose. Donc, si vous balade, faites un randonnée. voyage dans l'Ouest américain, c'est pas voilà, c'est trop compliqué à organiser de faire des descentes et de rester plusieurs jours dans le canyon, etc. Alors, donc là, on a parlé de la randonnée extrême, au final. Mais Reste évidemment les randonnées non extrêmes. Donc, ce qu'on a dit, on peut faire des portions de ces mêmes sentiers. Et ça, pour le coup, c'est comme c'est vous qui allez doser la distance à laquelle vous allez aller et revenir. C'est du coup ouvert à tout le monde. on vous invite vraiment, vraiment à le faire, à pas juste rester dans les points de vue. Quand vous rentrez à l'intérieur du paysage du canyon, vraiment, c'est là que vous avez la meilleure expérience des lieux. Tout à fait. Alors, il y a d'autres activités malgré tout à faire au Grand Canyon, enfin potentiellement à faire au Grand Canyon. La première d'entre elles, c'est la plus connue, j'en ai parlé au tout début, c'est l'hélicoptère. Donc il y a beaucoup de gens qui disent il faut faire le survol de l'hélicoptère, du Grand Canyon en hélicoptère. Alors on nous pose souvent la question, est-ce que ça vaut le coup? Et là on doit répondre avec une grande franchise, nous ne l'avons jamais fait. Et c'est pas parce qu'on pense que c'est pas bien, et c'est pas parce qu'on n'aime pas le Grand Canyon. Comme on l'a dit, le Grand Canyon, on est allé peut-être une dizaine de fois, on est descendu, on a tenté le rim to rim, on a couché en bas, etc. Donc c'est vraiment un lieu qu'on connaît par cœur. Et pourtant, on n'a jamais fait le survol en hélicoptère. C'est pas parce qu'on pense que c'est pas bien, c'est uniquement parce qu'on trouve que c'est trop cher. Et donc, si c'est dans votre budget et que ça vous dit, Pourquoi pas? pourquoi pas? Et en tout cas, les avis sont globalement très très positifs. Les gens sont contents. Voilà, si vous êtes d'accord avec le coût et que vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Par contre, il y a une question qui se pose souvent. Les gens nous posent la question, on fait l'hélicoptère à partir de Las Vegas ou à partir, non loin du Grand Canyon? Alors, là, la réponse, elle est simple. Si vous voulez survoler le Grand Canyon, il faut le faire à partir de Grand Canyon Sud, ou plus techniquement parlant, de l'aéroport de Tusayan, qui est juste au sud de Grand Canyon Village, parce que c'est le seul endroit où les hélicoptères vont traverser les paysages du Grand Canyon au-dessus de la section la plus large, dans le Grand Canyon National Park. Quand vous prenez les hélicos qui partent de Las Vegas pour aller vous faire un survol du Grand Canyon, ils vont survoler le Grand Canyon grosso modo à Grand Canyon Ouest, c'est-à-dire à l'endroit qu'on a indiqué comme étant pas du tout la même largeur, la même profondeur, la même longueur, donc c'est pas du tout les mêmes types de paysages. Donc ça reste évidemment techniquement une possibilité parce que c'est pratique pour les gens qui vont à Las Vegas faire quelques jours de se dire je peux prendre un hélicoptère à Las Vegas et aller survoler le Grand Canyon, mais ne rêvez pas, vous ne passerez pas au-dessus du Grand Canyon National Park et au-dessus des sections les plus larges et les plus profondes. Ça ne se fait qu'à partir de Grand Canyon Sud. Est-ce que les prix sont comparables entre les deux? Non, les prix ne sont pas comparables. Grosso modo, depuis Grand Canyon Sud, il faut compter aller entre 230 et 250 euros par personne minimum. Et après, vous pouvez payer plus cher pour avoir des hélicoptères, vous avez une vue plus panoramique ou ce genre de choses. Ça, c'est pour une demi-heure? Et une demi-heure. 25 minutes, 30 minutes, tout compris, avec un survol d'un quart d'heure peut-être au-dessus du canyon. Mais ça reste, ça reste dans ces gammes de prix. Et pour Las Vegas, alors? Depuis Las Vegas, il faut compter plutôt entre 300 et 400 euros. Donc c'est un cran plus cher, alors que vous n'allez pas... Alors, une des différences, par contre, ce qu'ils proposent depuis Las Vegas ou depuis Grand Canyon Ouest et qu'ils ne proposeront jamais dans le Grand Canyon, c'est que les hélicoptères ont le droit à Grand Canyon Ouest, dans la réserve, de descendre à l'intérieur du canyon et même de se poser en bas, alors que c'est rigoureusement interdit au Grand Canyon. C'est National Park, c'est un parc national, donc ils ne font que survoler le canyon. Ça reste tout aussi impressionnant, mais les seuls hélicoptères qui sont autorisés à descendre à l'intérieur du Grand Canyon National Park, c'est pour les sauvetages. Donc là, on a parlé de l'hélicoptère, mais il y a d'autres activités qu'on peut faire également dans le canyon, Grand Canyon. Alors, en même temps que l'hélicoptère, il y a des gens qui peuvent proposer des survols en avion. Donc des petits avions de tourisme qui vont faire un survol du Grand Canyon. Alors ça, pour le coup, on l'a fait quand on était jeune. C'est pas un super souvenir pour moi, parce que j'avais eu le mal de l'air et j'avais vomi. Donc voilà. Alors, pour tout dire, c'est à la fois assez impressionnant, mais à la fois... on est un peu trop haut en fait. En fait, on ne se rend pas compte en fait des profondeurs. Ouais, ça écrase tout Ouais. en fait. Les paysages sont beaux mais assez écrasés
Et in fine, je pense que voilà, si vous devez le faire désert, je pense qu'il faut le faire en hélicoptère et pas en avion. Ouais. Donc, effectivement, donc on a parlé de l'hélicoptère et de l'avion, mais il y a d'autres modes, effectivement, notamment le vélo. Alors, le vélo, notamment à South Rim, à la rive sud, il y a un loueur de vélo, effectivement. Donc, on peut louer soit des vélos standards, soit des e-bikes. des vélos électriques, exactement. Et ça permet de suivre la rive du Grand Canyon. En gros, la même chose que le Rim Trail, mais en vélo. Et comme le Rim Trail est assez long, ça permet de le faire de façon plus confortable. Il y a quoi? Il y a une dizaine de kilomètres. Même un peu plus, non, ouais. il y a si on prend l'Hermit Road, on a 13 miles de route. Aller-retour. Ouais, Donc en fait, c'est ça, ça fait 20 km en tout et 10 km aller, 10 km retour. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais vous pouvez faire une belle section. Et vous pouvez sinon prendre, en fait, les navettes, on a parlé des navettes qui étaient le long du Rim Trail sur l'Hermit Road. Elles ont sur le devant des portes vélo. Alors, elles n'en ont pas 150, mais elles en ont quand même. Donc, vous pouvez, par exemple, aller en vélo jusqu'au bout de la route et revenir avec la navette, par exemple. Voilà, oui. Les locations se font de 2 heures jusqu'à 24 heures. Ça va de $30 pour 2 heures en vélo normal et à $55 pour 24 heures. Et pour l'e-bike, alors là, c'est plutôt la demi-journée à $75 et la journée entière à $95. Ça, c'est effectivement sur la rive sud. La rive nord, il y a des sentiers effectivement aussi pour faire du vélo, mais par contre, il n'y a pas de loueur. Donc, il faut y aller avec vos propres vélos, donc ce qui est un peu difficile pour les visiteurs. Oui, surtout pour ceux qui viennent d'outre-Atlantique comme nous. Voilà. Précisons quand même qu'il n'y a pas d'intérêt spécifique à faire du vélo à Grand Canyon. Hein. C'est juste un autre moyen de transport que de faire à pied ou en navette ou en voiture. Mais voilà, c'est pas la balade en vélo en elle-même n'est pas extraordinaire. C'est pas du VTT dans des paysages incroyables. C'est plutôt un moyen de se déplacer entre les points de vue qui peut être un peu plus pratique ou rapide que le faire à pied. Alors, si vous êtes posé aussi la question de « Ah, j'aimerais bien faire une balade à cheval », la réponse est « Non, vous ne pourrez pas faire de balade à cheval au Grand Canyon. Par contre, il propose des balades sur mules. » Des mules. Ouais, alors voilà. Les mules, pour ceux qui ne connaissent pas, les mules, c'est un croisement entre un âne et un cheval. Et c'est donc des chevaux plus courts et qui sont plus adaptés à la montagne et au fort dénivelé. Et qui sont un peu plus petits que les chevaux normaux. Et effectivement, les mules sont, avec l'hélicoptère, le seul moyen d'acheminer des choses jusqu'en bas du Grand Canyon. Et donc, il y a des convois de mules. Quand on descend à pied jusqu'en bas, on voit passer les convois de mules qui descendent la nourriture au Phantom Ranch, qui remontent les ordures, etc. Et on peut aussi emprunter ces convois de mules pour descendre. Alors, deux choses très différentes entre la rive sud et la rive nord. Alors, à la rive sud, vous pouvez à la fois donc faire un trail comme ça sur la Rim Trail, comme ça. Donc, c'est les points de vue comme ça. Ou alors, sinon, si vous voulez descendre dans le canyon, vous pouvez, mais dans ce cas-là, c'est des overnight rides, c'est-à-dire que vous dormirez au fond du canyon. Donc, soit 1 ou 2 jours. Donc ça, c'est pour la rive sud. Voilà, donc précisons, hein, donc ça fait partie de ces nuits où vous devez dormir au Phantom Ranch. Donc c'est sur loterie, c'est très très compliqué à avoir. Faut pas le faire en été. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué. Il y a une différence de coût aussi, par exemple. En fait, celle où si vous êtes, c'est une balade de 2 heures sur le long de la rive. Là, c'est $177 par personne. Par contre, si vous allez dormir au fond du canyon, dans ce cas-là, c'est $1,200 par personne. Voilà, vous voyez que c'est déjà... Alors, il est possible également sur la rive nord de le faire. C'est plus approprié, je trouve, pour des gens qui passent pas très longtemps. Voilà, par contre, bien sûr, pas l'hiver. Donc là, il dit généralement, c'est du 15 mai au 15 octobre. Alors là, il y a à la fois, vous pouvez faire une balade sur la rive, où là, c'est $60. Donc là, pas trop cher. Et vous pouvez également, il propose une balade où vous descendez effectivement dans le canyon jusqu'au Supai Tunnel. Là, c'est une balade de 3 heures à $120 par personne. C'est vraiment celle-ci qu'il faut faire parce que c'est celle qui vous permet de rentrer dans le canyon et descendre jusqu'au Supai Tunnel. C'est vrai que j'en ai pas parlé. J'avais parlé du South Kebab et du Bright Angel Trail. Quand on est à Grand Canyon North Rim, la balade à pied où on essaye de descendre, en gros, on peut descendre jusqu'au Supai Tunnel et retour.
Oui, c'est une bonne option pour des gens qui voudraient Voilà. faire ça. Je pense qu'il ne faut pas trop avoir le vertige parce que quand on est sur un Ah ouais. animal Moi, surélevé je pourrais au-dessus pas. des rives du Grand Canyon, ça doit quand même être assez spécial. Alors, juste une petite précision, si c'est des familles qui veulent faire ces balades-là, il y a des âges minimum. Alors, parfois, ça peut être 7-10 ans, voire un peu plus dans certains cas. Autre activité qu'on peut avoir uniquement à Grand Canyon Sud, il y a un train. Il y a un train qui part de Williams et qui rejoint le Grand Canyon. Donc en fait, on peut loger à Williams et aller passer la journée au Grand Canyon en train. Donc c'est le train du Grand Canyon. C'est sympa, c'est un train à l'ancienne. Il y a même, je crois qu'ils font une attaque de train par des bandits pour remettre un petit peu d'animation. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que... Les dates, mais c'est un ancien, ça date de 1909, un truc comme Ouais, ça. ouais, oui, c'est un vraiment, vieux train. Voilà, donc si vous avez cette. Mais ce qu'il faut se dire juste, c'est que on ne voit pas le Grand Canyon depuis le train. Non. Donc c'est pas un train, voilà, c'est un train pour rejoindre le Grand Canyon, mais c'est pas un vous train avez un au show, bord du Grand Canyon. Ouais, vous avez un White Show aussi pendant le. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ouais, Ah oui, on fait pardon. une attaque comme une attaque du train, etc. Voilà, ouais, tout à fait. effectivement. Donc voilà, c'est une possibilité pour les gens qui sont à Williams ou qui ont envie de découvrir un vieux train pour rejoindre le Grand Canyon. Je pense maintenant que nous pouvons arriver au dernier point, Silver, concernant le Grand Canyon, c'est le logement. Non, on a encore oublié un dernier point, Ah. c'est le rafting. Ah, effectivement. Le rafting sur la Colorado River au fond du Grand Canyon. Alors là, il faut faire la différence entre deux choses. À l'entrée et à la sortie du Grand Canyon. Donc dans les sections qui ne sont pas du tout aussi larges et profondes qu'au centre, il y a des opérateurs qui font des petites expéditions en raft, mais vraiment à but d'observer le canyon. C'est pas du rafting en pagayant dans des rapides ou quoi que ce soit. Donc ça peut se faire dans le Marble Canyon depuis Lee's Ferry ou depuis Page. Quand on est au nord, et au sud depuis justement Grand Canyon Ouest, mais voilà, c'est pas descendre la Colorado River en rafting au milieu du Grand Canyon, c'est vraiment quelque chose de différent, mais accessible à tous, puisque là bon, ça doit coûter, je sais pas, entre 100 et 200 euros par personne pour une excursion de 2 ou 3 heures. En revanche, si vous voulez vraiment descendre des portions du vrai Grand Canyon en raft, c'est possible. Mais ça, c'est sur plusieurs jours. Hein. C'est sur plusieurs jours, c'est minimum 3-4 jours sur les séjours les plus courts, et les séjours les plus longs, ça peut faire 1 à 2 semaines, avec logement en campant sur les bords du canyon, etc. Donc ça doit être des choses assez extraordinaires. Alors, très honnêtement, on ne l'a jamais fait. Il y a une raison pour cela, c'est que c'est aussi extravagant en termes de prix. Le séjour le plus court de rafting au fond du canyon, qui doit faire 3 jours, c'est 2000 $ par personne. Donc voilà, c'est 12 000 $ pour une famille de 4. Il y a des listes d'attente importantes, c'est compliqué, c'est très très cher. Donc voilà, pas à la portée de n'importe qui, mais ça doit être une expérience. Ouais, une belle expérience, je suis d'accord. Alors maintenant, on peut peut-être en venir au logement. Tout à fait. Ou dormir au Grand Canyon. Hein. Alors, ça va dépendre. Du coup, on va commencer par le plus simple, Grand Canyon Nord. On a dit qu'il y avait assez peu de logements. Donc, Grand Canyon, il y a un camping qui est très bien, hein, le North Rim Campground, qui permet camping sous tente ou camping, enfin, faut avoir votre matériel, hein, ou camping en camping-car. Il y a bien sûr fermé de mi-octobre à évidemment. mi-mai. Hein. Évidemment. Il y a un lodge, plus qu'un lodge en fait c'est des cabines qui sont pas très loin du bord, c'est vraiment c'est des petites cabines western qui sont à 100 mètres du bord du canyon. Certaines ont un petit point de vue un peu de loin sur le bord du Grand Canyon, mais c'est des cabines western très sympathiques. Si vous êtes à Grand Canyon Nord et que vous campez pas, c'est une bonne option. Excellente option. Voilà, c'est entre 200 et 250 $ la nuit, ouais. Ce qui était cher auparavant, mais qui l'est de moins en moins vu la flambée des prix un petit peu partout. Et sinon, les logements les plus proches du Grand Canyon Nord, en dehors du parc national, c'est Jacob Lake. Il n'y a pas grand chose, hein, il y a 2-3 motels, 2-3 cabines, et sinon Kanab qui va être la ville la plus proche. Si on en vient maintenant à Grand Canyon Sud. Alors, Grand Canyon Sud, il y a beaucoup plus de possibilités à l'intérieur du parc national, c'est-à-dire au Grand Canyon Village. Donc là, il y a une petite dizaine de lodges, dont un certain nombre sont, entre guillemets, très proches de la rive du Grand Canyon, certains offrant des vues partielles. Des vues partielles sur le Grand Canyon. Alors, très honnêtement,
c'est des vues qui sont décevantes, hein, parce qu'aucun des lodges n'est réellement au bord du canyon. Elles sont toujours séparées du canyon par le rim trail. Donc en gros, elles sont toujours à une centaine de mètres du bord du canyon. Donc en fait, vous voyez le canyon au bout avec plein de gens qui passent devant vous et vous ne pouvez pas voir vers le bas du canyon. Donc très honnêtement, on a du mal à comprendre l'intérêt d'avoir ces vues partielles. C'est très très cher. En fait, il faut compter entre 300 et 600 dollars la voilà, chambre. pour ces chambres-là. Des chambres de 4. Nous, on conseille plus à Grand Canyon Village le Yavapai Lodge, qui est un petit peu en retrait. Donc, il n'est pas au bord de la rive du Grand Canyon. Mais voilà, vous y êtes en 5 minutes en voiture. Et vous pouvez aussi prendre les navettes ou même y aller à pied. Je pense qu'il y en a pour une demi-heure à pied. Lui, il est quand même moins cher. On est plus à 220 € la nuit. Sachant qu'ils ont des chambres de 4, qu'on peut mettre un rollaway bed pour être à 5 et qu'ils ont des chambres de 5-6 aussi qu'on peut prendre sur leur site. De temps en temps. Avec des lits superposés doubles qui permettent de loger 6 personnes. Et ces chambres-là, elles doivent être à 250-260 € la nuit. De temps en temps, on avait des prix intéressants au Bright Angel pour en rustique. Alors quand on n'est pas nombreux, c'est pour deux personnes généralement. Voilà. Donc rustiques. Éventuellement ça peut être intéressant. Voilà, ouais, tout à fait. Alors après, si on s'excentre un tout petit peu, il y a des hôtels à Tusayan. Donc là, on est à 15 minutes, on va dire 15-20 minutes de la rive du Grand Canyon. Donc on n'est pas si éloigné que ça. Mais comme les prix sont du même type que voire des fois même plus cher que le Yavapai Lodge. Non, mais parfois ils ont des piscines. Voilà, mais bon, s'il y a une étape où on peut se passer de piscine et profiter un peu de la soirée au bord du Grand Canyon. Ouais. De fait, nous, on préfère soit effectivement de loger dans les lodges du Grand Canyon, soit éventuellement d'être à Williams à 1 heure de route. Voilà, et là, on aura des hôtels qui sont beaucoup moins chers. Ok, donc là, on a vu le nord, le sud. Pas de logement à Grand Canyon Ouest. On n'a pas vu, il y a bien sûr un camping, enfin, il y a des campings à Grand Canyon Sud. Il y a un très grand camping qui est le Matière Campground, et il y a un camping plus petit qui se trouve au niveau de la Desert View Tower. Mais celui-là est non réservable, donc un peu plus aléatoire quand on n'est pas, à réserver quand on n'est pas dans les hautes saisons. Ok. Eh ben, je pense, Sylvain, qu'on a bien fait le tour du sujet. Et j'espère qu'on vous a donné envie d'y aller. Bon, je pense que vous l'aviez déjà peut-être, mais surtout qu'on a répondu à toutes vos questions. Oui, j'espère, parce que voilà, on a quand même parlé de beaucoup de choses, mais il est possible qu'on ait oublié certains points. Alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous contacter directement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas aussi à nous liker. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.